Et nous partons maintenant plus au nord, dans le Doubs, pour visiter la ville peu connue, en tout cas des touristes, la ville de Besançon, qui compte un peu plus de 117 000 habitants. Elle comporte aussi un monument tout à fait remarquable, classé d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette citadelle construite par Vauban. Besançon qui aussi, dès le 19e siècle, fournissait l'essentiel de la fabrication des montres, de l'horlogerie. Alors, allons d'abord découvrir ce remarquable édifice. Et il s'agit de la citadelle construite par l'architecte de Louis XIV, Vauban. C'est un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est un monument qui surplombe la ville. Vous allez le découvrir grâce à cette page d'histoire que tournent pour nous Jacques Ric-Boivin et Denis Coll. C'est l'emblème chéri des Bisontins. Elle domine la ville, elle la marque de son emprise. 11 hectares associés au génial architecte Vauban qui en a fait à l'époque ce que l'on appellerait aujourd'hui son showroom. Le hasard veut que Vauban ait d'abord été assiégeur. C'était en 1674, il fallait déloger les Espagnols. Une fois l'affaire réglée, il n'eut de cesse d'améliorer le fortin pour en faire la citadelle que l'on sait. Bien, je vous vois rassemblés à l'entrée de ma place. Dois-je supposer que vous êtes les convives que j'attendais? Sébastien le prêtre, monsieur de Vauban. Je crois que vous me connaissez plutôt sous ce nom-là, Vauban. Hein? Bien, je vous devance et s'il n'y a pas trop d'ennemis dans la place, je vous appelle pour me rejoindre. Voyez-vous cette petite bosse que l'on a ici et que l'on distingue? Eh bien, ces marques-là, ce qu'on appelle les marques des tâcherons. Une nécessité parce que le travail à la tâche, cela consiste à être payé pour le nombre d'ouvrages que vous faites et non pas pour le nombre d'heures que cela vous demande. C'est donc très important pour les ouvriers. Maintenant, je vous engage à imaginer le nombre d'heures qu'il faut pour tailler les dizaines de milliers de pierres de cet ouvrage. Entre 8 et 12 heures pour une pierre. Un chantier perpétuel. Depuis le XVIIe siècle, des générations de tailleurs de pierre se sont succédés. Les travaux actuellement en cours prévoient le renouvellement de 1500 éléments. On a changé une partie des pierres seulement parce qu'on essaie de conserver au maximum celles qui peuvent être sauvées. Donc je suis en train d'adapter la pierre neuve par rapport aux anciennes pour que ça s'ajuste du mieux possible. C'était quand même fait pour être solide et pour durer, donc il s'appliquait à ce que les ajustages soient de qualité. C'est ça qui était garant de la longévité. Pour défier les outrages du temps, contrairement aux apparences, c'est du cousu main. Toute l'année ou presque, de nombreux corps de métier doivent intervenir ici. On a bien sûr des travaux de conservation, de restauration, de taille de pierre, de morceaux de toiture, de pans de murs qui sont restaurés, de l'électricité, du chauffage, de la voirie, comme une ville. Une ville dont les guetteurs ont bien changé. Les soldats de Louis XIV ont été remplacés par toutes sortes d'animaux, dont ces singes Gélada, tout droit venus des plateaux d'Éthiopie, et qui trouvent ici tout l'espace nécessaire à leur tranquillité. Donc on a Mufasa qui est au fond, Bart, Détché, ensuite Aladdin, Apollo et Grincheux. C'est un groupe de mâles donc, qui peut avoir des tensions naturelles et donc ils ont de la chance de pouvoir chacun s'isoler dans une partie de enclos s'ils le souhaitent parce qu'on a une grande surface qui est relativement adaptée pour eux. Est-ce que tu serais prêt pour venir m'aider à faire le soin de l'ibis? Pas de problème. Ok, on se rejoint dans 2 minutes à la clinique alors. Et voilà le patient du jour, un ibis rouge dont la patte est fracturée. Comme c'est une fracture qui est très douloureuse, je l'endors pour pouvoir faire les soins déjà qu'il ne bouge pas, donc avoir plus de précision et puis surtout éviter la douleur pour l'animal. Sous les voûtes du XVIIe, une clinique parfaitement équipée, indispensable au bon fonctionnement d'un zoo devenu la destination dominicale des Bisontins. Nulle part ailleurs en France, il n'est possible de voir autant de variétés animales réunies sur un même site. Mammifères, insectes, poissons, beaucoup sont menacés de disparition et c'est là toute leur valeur. Là, nous sommes vraiment en phase avec les directives de l'UNESCO, c'est de conserver un patrimoine en règle générale, sur un plan le plus large possible. Parce que à quoi servirait un bâtiment s'il n'y avait pas la vie? À quoi servirait un paysage s'il n'y avait pas la vie? Et je crois que c'est ça qui est l'essentiel de nos écosystèmes. Avec 127 mètres de long, ce passage souterrain qui vient de s'ouvrir au public est l'une des trouvailles de son concepteur.
C'est un grand tunnel, oui, sous terre. À même le roc, ça permettait aux soldats de descendre rapidement, d'écouter si un ennemi arrivait ou de pouvoir se replier rapidement si l'ennemi se manifestait. Bastion, tenaille, poterne, poudrière, Vauban a multiplié les innovations. Il a dépensé l'argent royal sans compter, avec une seule obsession. L'homme est au centre de tout. On ne doit réfléchir à rien d'autre. Si la place que vous construisez n'a pas pour objectif de protéger les hommes qui sont à l'intérieur, ça n'a pas de sens. Après 8 ans de travaux seulement, découvrant la facture, on dit que Louis XIV voulut savoir si les murs étaient en or. Mais il paya rubis sur ongle, et Besançon, 4 siècles plus tard, l'en remercie encore. Nous promener à l'intérieur de la ville, dans ces ruelles qui ont tant de charme. Une particularité aussi, ces fameux escaliers en bois qui datent du 19e siècle. Une découverte et une balade signée Emmanuel Rivalin et de Nicole. Tomber la cravate pour une balade buissonnière. À Besançon, la tentation est forte et ils sont nombreux à gravir pour le plaisir l'une des 7 collines qui entourent la ville. On est à 10 minutes du centre-ville et on est en pleine nature, mais on voit toujours le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Donc on ne se sent jamais perdu, tout est à proximité, on a l'impression que le centre-ville, on va le toucher en permanence. C'est ça qui est intéressant. Autour de la cité, 100 km de chemins balisés et autant de points de vue sur les toits de Besançon. Les sportifs l'ont peut-être reconnu. L'homme en noir le plus célèbre du football français. Michel Vautreau, 1,90 m de droiture et sur la pelouse, une certaine autorité. On dit de lui qu'il a sifflé la pluie et le beau temps sur tous les terrains de la planète. Mais Besançon, dans tout ça. Ça va et toi? Oui, ça va bien. Là, je suis très chauvin, j'ai toujours été pour ma ville. Je voyage beaucoup avec le sport, mais mes racines, c'est Besançon, c'est la Franche-Comté, le Doubs, et je me sens bien là parce que Besançon est une ville à taille humaine. Les hauts fonctionnaires ou les gens qui sont mutés à Besançon, ils pleurent quand ils arrivent, mais ils pleurent quand ils s'en vont. Parce que c'est une ville où forcément on s'attache. On dit que la magie de Besançon tient aussi dans sa forme, celle imposée au fil des siècles par le Doubs. Une rivière encerclant une ville dans une boucle presque parfaite. Besançon, par son site géographique, elle s'inscrit dans un méandre du Doubs. Et ce méandre du Doubs, moi, me fait beaucoup penser à un ventre de femme. Brigitte Rochelandet est historienne. Elle nous invite à découvrir cette boucle et notamment ces escaliers du XVIIIe siècle, tous classés. Il faut pousser des portes et visiter des arrière-cours où l'on va découvrir une vraie vie, des petits îlots extrêmement bien décorés. Donc il faudra monter des escaliers, il faudra lever les yeux au ciel parce qu'en général il y a souvent des impostes, c'est-à-dire des fenêtres qui sont très décorées. Donc là on va pouvoir prendre toute la mesure de ce Besançon secret, ce Besançon mystérieux. Besançon aurait pu en rester là, sagement comprimé dans sa boucle et ses escaliers. C'est pourtant ici que sont nés au XIXe siècle quelques écrivains majeurs. Victor Hugo, qui n'y resta pas longtemps, et qui depuis fait de l'ombre à ceux que l'on nomme encore les utopistes. C'est vrai qu'au XIXe siècle, Besançon a eu le privilège de voir naître plusieurs personnalités masculines que l'on nomme des utopistes, donc Proudhon, Fourier. Les mutuelles, les coopératives, les prémices de la sécurité sociale, on leur doit tout cela. Leurs manuscrits sont toujours conservés à la bibliothèque municipale de Besançon. Les ouvriers vivent dans des conditions désastreuses, les femmes travaillent pour des salaires moindres et on fait travailler également les petits-enfants dès l'âge de 5 ans. Donc Charles Fourier va voir cette dégradation de la condition humaine et va réfléchir pour améliorer justement le sort des gens par une théorie, par une pensée, le fourriérisme. Besançon en a-t-elle fini avec ses vieilles barbes? Pas si sûr. Les héritiers de Proudhon et Fourier existent bel et bien. Les jardins de Cocagne ont été créés ici, il y a 30 ans, par cet homme. Saison de légumes, ça démarre avec ce tout petit truc-là. Le principe des jardins de Cocagne, le voici.
Permettre à des chômeurs exclus du monde du travail de se réinsérer par le biais de l'agriculture. Une idée originale à l'époque, sans cesse recopiée. Aujourd'hui, il y a 110 jardins. On en crée à peu près 10 à 12 par an. C'est une entreprise, oui, de 4000 personnes aujourd'hui. Puis on peut estimer que 35 à 40 000 familles consomment des légumes qui viennent des différents jardins de cocagne. Il devrait y avoir un jardin de cocagne qui va démarrer cette année au Baléares en Espagne. Donc voilà, ça s'internationalise aussi. On nous appelle aujourd'hui des entrepreneurs sociaux. En fait, c'est des gens qui transforment l'utopie en réalité. Retour sur les collines autour de la ville. Depuis quelques années, Besançon emploie un berger accompagné d'une 50aine de chèvres. Mon rôle, c'est d'entretenir les espaces verts de la ville de Besançon, mais les espaces verts qui sont enfrichés, plus exactement. Si on ne fait rien, en fait, la forêt, elle gagne, tout doucement. Tout doucement, Besançon défend son image, elle qui fut plusieurs fois primée, ville la plus verte de France.